Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Auditeurs, téléspectateurs, bienvenue au Grand Dialogue de ce jeudi 2 février. Le 23 janvier dernier, Drissa Doumbia, étudiant, est assassiné à coups de couteau dans l'enceinte même de l'université de Bamako. Quelques jours avant, le 19 janvier, Nega Koulibaly, 16 ans, est assassiné à l'école fondamentale de Djalakourdi dans la périphérie de Bamako. L'école malienne devient tel un Far West. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces scènes de violence? Comment stopper rapidement le phénomène? Nous allons avec nos invités répondre à ces quelques questions et à bien d'autres. Il s'agit de Ben Cherif Diabaté du Recodrad, c'est le réseau des communicateurs traditionnels. Il a participé justement à une médiation entre les différentes parties. Issa Mariko, ancien secrétaire général de l'AEM, c'est l'association des élèves et étudiants du Mali. Moussa Djiré, il est l'un des recteurs de l'université de Bamako. Boura Sissé, il est le secrétaire à l'information de l'AEM. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Salim Diouara. Le grand dialogue. Une série noire pour l'école malienne, des scènes de violence. Depuis quelques années, on en connaît avec son lot de drames. Motos incendiées, classes vandalisées. Cette fois-ci, la violence est montée d'un cran avec, en moins d'un mois, 2 morts dans le milieu scolaire et estudiantin. Alors, Monsieur Mariko, vous êtes ancien secrétaire général de l'AEM. Quelle est votre analyse de cette situation-là? Nous sommes déçus de ce qui se passe présentement au niveau de l'espace scolaire et universitaire. Nous condamnons avec la dernière rigueur toute forme de violence scolaire et universitaire. Ce qui se passe au niveau de l'espace scolaire et universitaire présentement est très très inquiétant. Donc ça nécessite vraiment une prise de conscience des plus hautes autorités pour freiner rapidement à cette déchéance, à cette intrusion de la violence au niveau de l'espace scolaire et universitaire. Mais est-ce qu'elle est nouvelle justement? Non, la violence scolaire et universitaire, ce n'est pas un phénomène nouveau au niveau des établissements. La violence scolaire et universitaire, ça existe dans tous les pays du monde. Mais cette violence qui est inquiétante aujourd'hui, ça c'est l'utilisation des armes blanches et des armes à feu. Il y a plusieurs formes de violence. Violence entre élèves, violence des élèves contre enseignants, violence des enseignants contre les élèves et la violence institutionnelle. Là, ça se manifeste par la violence physique, la violence psychique, la violence sexuelle, l'harcèlement sexuel et maintenant il y a l'Internet. Donc c'est vraiment inquiétant, c'est un phénomène très très inquiétant. Donc c'est un phénomène social, donc il faut éradiquer à la racine. Maintenant, ce qui fait que c'est très dramatique aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la jeunesse s'adonne aux stupéfiants. La consommation d'alcool et de stupéfiants au niveau des établissements scolaires peut être une cause. Généralement, au niveau du Mali, parce qu'on parle du cas du Mali, au niveau du Mali, qu'est-ce qu'on constate généralement au niveau des syndicats étudiants, les luttes des clans au niveau des syndicats étudiants, certains clans ont recours souvent à des mercenaires ou bien à des loupards. Ces loupards n'ont rien à foutre avec l'espace scolaire universitaire. Donc quand ils sont accompagnés par certains responsables des syndicats étudiants, c'est eux qui commettent généralement ces violences au niveau des établissements scolaires. Maintenant, on peut endiguer la violence. On va revenir tout à l'heure pour parler justement de comment est-ce qu'il faut faire. D'ici là, nous avons également avec nous Boura Sissé, il est le secrétaire à l'information de l'AEM. Boura, comment vous allez? Alors, comment vous expliquez ces nouvelles formes de violence, aller jusqu'à assassiner des étudiants sur l'enceinte de l'école? On a vu qu'en janvier, il y a eu 2 morts, un à l'université de Bamako et un à l'école fondamentale de Djalakourdi. Ok, donc tout d'abord je commence par dire bonsoir à tout le monde. Donc le nom c'est Gouro. Voilà, Gouro Soumaïla Sissé, secrétaire à l'information et aux nouvelles technologies du bureau de coordination de l'association des élèves et étudiants du Mali. Et comme vous l'avez tantôt signalé, réellement le milieu scolaire et universitaire est proie des fois à des formes de violence.
Et la violence, comme vous l'avez si bien développé, cher aîné de l'AM, M. Marico, peut se présenter sous différentes formes. Et le milieu scolaire, en réalité, n'en fait pas défaut. Donc, les actes ignobles qui se sont posés, notamment l'assassinat de certains camarades, l'association des élèves et étudiants du Bali, n'est pas resté insensible à l'action et nous le condamnons avec la dernière des rigueurs. Je crois qu'ensemble, nous avons déjà entamé des luttes communes pour essayer de trouver les solutions adéquates à pallier complètement ce fléau au sein de l'espace universitaire, au sein de l'espace d'apprentissage. Comment expliquer qu'on en arrive là, justement? On a vu qu'il y avait déjà une forme de violence qui existait au niveau de l'université, notamment avec les clans, comme M. Marico le disait, les recours au loubar parfois, comme M. Marico l'a dit, mais aller jusqu'à assassiner justement des élèves. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Ok, donc si je dois un peu m'aventurer dans ce sens, je vous dirais plutôt que le pays est en situation générale d'insécurité. Et ce n'est pas uniquement l'espace scolaire et universitaire. Mais l'espace scolaire et universitaire est un espace très sensible et très médiatisé. Et surtout, un espace à protéger. Quand en réalité des bandits réussissent à s'immiscer dans la vie estudiantine, rien ne peut en réalité déterminer ce qui va advenir de la finalité. Notamment dit, les personnes en réalité qui agressent ces étudiants sont généralement même pas des étudiants. Et je crois que l'AM endosse le gros poids de responsabilité. L'AM est dite coupable et nous constatons que le cas concret de l'autre jour, le paix à son âme, notre frère Doumbia et camarade de lutte, revendication, servi, toute la coordination, tous les étudiants du Mali, corps et âme, a été victime de cela. Et les personnes même qui sont victimes de cet acte, qui ont commis cet acte, n'appartiennent pas au bureau de coordination et ne sont même pas membres de leur comité local. Mais ce sont des étudiants. 2 ont été désignés comme étant des étudiants et les autres des bandits armés. Donc en réalité, je voudrais que vous définissiez en réalité l'espace scolaire universitaire comme une population. Une population dans le sens où le bureau de coordination représente une autorité, si possible que nous allons donner la similitude d'une présidence. Donc nous sommes là, nous essayons en réalité de tranquilliser. L'espace scolaire est vaste. Tous les étudiants sont concentrés en un même point. Et vous savez, là où la masse se réunit, c'est très difficile de contrôler les tempéraments. Nous avons toutes sortes de personnes. Et comme notre cher aîné l'a dit, nous sommes face des fois à la dominance des stupéfiants. Et ça, vous témoignez avec moi que déjà pour avoir accès aux stupéfiants, il faut d'abord que ces 10 stupéfiants dépassent les frontières du pays pour arriver entre les mains de l'AM. Donc un étudiant, un jeune... Pour arriver entre les mains des jeunes. Voilà. Pas de l'AM. Bon voilà, donc excusez-moi, donc entre les mains de l'AM, entre les mains de jeunes, donc vous voyez que quelqu'un sous dominance d'un stupéfiant en réalité ne garde pas le self-control. Donc est prêt à tout et sans remords, sans état d'âme. Donc les luttes de clans, comme vous l'avez dit, des personnes qui sont sans maîtrise, qui ne sont pas en réalité mandatées par l'AM, se retrouvent des fois à agresser de simples innocents dans l'espace universitaire. Merci. Donc, on va revenir vers vous tout à l'heure pour d'autres questions. Moussa Djiré, vous êtes un directeur de l'université de Bamako. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, comment vous expliquez justement quelle est votre analyse de la situation aujourd'hui du monde scolaire avec ce type de violence qu'on connaît? D'abord, je vous remercie de me donner l'opportunité de participer à ce débat. Merci à vous. Qui est essentiel pour le développement de nos universités et de maintenir aussi sur la mémoire des jeunes qui ont été assassinés. Je suis en partie d'accord avec les analyses qui ont été faites par les premiers intervenants, à savoir que la crise actuelle a des causes profondes, des causes multiples et multidimensionnelles, et qu'il s'agit aussi d'une des expressions de la crise profonde que notre pays connaît, vous-même vous l'avez dit tantôt, depuis un certain temps. Effectivement, votre invité de l'AM l'a dit, rares sont les secteurs où règne l'ordre et la discipline. Il y a un grand malaise social. Mais à cela, je dois ajouter que cette crise est surtout l'expression
d'une absence collective de responsabilité. Et là, c'est un euphémisme pour ne pas parler d'irresponsabilité collective, que je n'emploie pas, parce que pouvant être interprété autrement. Et cette irresponsabilité aussi exprime une démission collective et individuelle. C'est-à-dire que tous les segments de la société ont démissionné. Les Maliens ont refusé et refusent d'assurer l'éducation des enfants qu'ils ont mis au monde. Et quand je parle de responsabilité, c'est que lorsqu'on parle de la crise, chacun indexe l'autre. Tantôt c'est l'État, tantôt c'est tel ou tel segment, sans pour autant adresser sa propre responsabilité. Alors, on vous a sous la main. Quelle est la responsabilité du corps enseignant déjà à ce niveau-là? Est-ce que le corps enseignant fait ce qu'il faut? Voilà, la responsabilité du corps enseignant, c'est qu'elle est à plusieurs niveaux. Nous avons des règlements intérieurs dans nos structures qui ne sont pas toujours appliqués. Nous avons aussi très souvent cédé à la peur, à la menace, aux intimidations. Parce que quand un étudiant peur, menace la menace, elle vient d'où? Elle vient des étudiants, ces intimidations viennent d'où? Ça vient souvent des pseudo-étudiants, parce que pour moi, un étudiant qui vient menacer un professeur, et très souvent ça se fait sous le couvert de l'anonymat de la foule, n'est pas un étudiant, c'est pourquoi je parle de pseudo-étudiants. Et je vous donne un exemple. L'autre jour seulement, il y a des membres du bureau local de l'AM d'une de nos facultés qui sont allés interpeller un des chefs de département sur certaines questions. N'ayant pas reçu satisfaction de leur doléance, ils se sont attaqués sans qu'on puisse faire établir le lien. Parce qu'alors qu'eux étaient en négociation, il y a d'autres qui sont allés crever les 4 pneus. Les 4 pneus donc du véhicule du professeur, en question. Qu'est-ce que vous dites? Les 4 pneus donc du véhicule du professeur en question. Les 4 pneus du véhicule. Les 4 pneus du véhicule. Donc on ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre ceux qui étaient venus présenter la doléance et ceux qui ont commis le vandalisme. Donc notre responsabilité à nous, c'est d'aller jusqu'au bout, d'identifier ceux qui ont commis cet acte, de les sanctionner. Et ça, c'est une part, mais quelquefois, il y a des médiations au nom de la paix sociale. Moussa Djiri, justement, on a Ben Cherif Diabaté du Recotrad. Le Recotrad, c'est le réseau des communicateurs traditionnels. Ben Cherif, bonsoir et merci de vous joindre à nous. La technique va donc essayer de joindre encore Ben Cherif Diabaté. D'ici là, Gouro Soumaïla Cissé, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui est arrivé justement à Drissa Doumbia? Quelles sont les causes qui ont conduit à l'assassinat de ce jeune de 22 ans de la faculté de langue allemande? Ok, donc par rapport au cas de notre frère Drissa Doumbia, que nous regretterons et que nous pleurons encore tous les jours, donc, dire qu'il y a en réalité des causes qui sont localisées au niveau de l'AM, que nous maîtrisons des raisons particulières, nous en dirons qu'ils n'existent pas. L'acte qui s'est posé est juste des actes qui ont été posés par des étudiants bandits qui ont, je dirais, comme vous l'avez dit, la compétition entre les différents clans, des clans des fois qui sont des clans même furtifs, parce que notamment dans la dite faculté, je ne sais pas si vous maîtrisez un peu les tendances syndicales. Non. Le secrétaire général actuellement, à la personne de Oumar Maïga, est l'un des secrétaires généraux qui a réussi à faire converger l'ensemble de la faculté. Si vous pouvez me permettre de terme, il n'a pas en réalité de grands challengers, ou même je dirais de challengers qui essayent de le bouter. Donc c'est en réalité un mandat bien paisible, un mandat pour les étudiants et par les étudiants. Donc le cas de Drissa Doumbia a été réellement un cas très isolé. Très isolé, donc une lutte estudiantine. Le pauvre a été attaqué par des bandits, commandités par des personnes avec lesquelles il avait des différends que nous
localisons des différents personnels. Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Les arrestations, les poursuites sont encore en cours. Il n'y a pas eu d'interpellation jusqu'ici, hein? Je crois qu'il y a eu des interpellés qu'on a en réalité interpellés réellement pour poser les questions. Par exemple, quand un cas du genre se pose, obligatoirement la police doit mener une enquête. Il y a des personnes qui sont amenées à l'auditoire. Et l'association des élèves et étudiants du Mali a même dépêché une commission dans ce sens, aidant les forces de l'ordre à localiser les commanditeurs de cet acte, et on est encore à leur poursuite. Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au studio Tamani. La violence dans le milieu scolaire, comment comprendre cela avec 2 assassinats, un au mois de janvier. Donc il s'agit de Drissa Doumbia, étudiant à l'université de Bamako. Également Nega Koulibaly, 16 ans, qui a été assassiné à l'école fondamentale de Djalakorodji. Alors dites-moi, monsieur Mariko, vous qui êtes un ancien de l'AEM, est-ce qu'on ne voit pas dans le pays aussi depuis 1991 une instrumentalisation par les politiques de l'AEM? On a à plusieurs reprises senti que plusieurs politiques se sont impliqués, se sont immiscés dans cette vie scolaire pour instrumentaliser les élèves et étudiants à X ou Y fin. Comme le secrétaire à l'information du bureau de coordination l'a si bien dit, le milieu scolaire et universitaire est un milieu très sensible. Donc l'AEM, c'est une force considérable. Donc naturellement, ce ne serait pas surprenant que des hommes politiques en panne d'idées, en manque de légitimité, ne cherchent à instrumentaliser les élèves et étudiants. Quand vous étiez secrétaire général de l'AEM, est-ce que ça se passait déjà? Non, à notre époque. Parce que de 1991 à maintenant, on n'a pas eu beaucoup d'accalmie de l'école malienne. Non, c'était le combat de l'AEM d'abord, c'était l'amélioration des conditions de vie et d'études des élèves et étudiants. Non, nous, on était face à un régime dictatorial, un régime de parti unique. Non, à la violence de l'État. Donc la violence scolaire, la violence à l'époque, c'était contre les feux de signalisation. Lors des marches là, quand la police intervenait à coups de gaz lacrymogène, les étudiants ripostaient sur les feux ou bien les symboles de l'État, les véhicules à fond bleu étaient incendiés. On a connu ces formes de violence. Alors, comment expliquer aujourd'hui justement les motos qu'on brûle dans l'enceinte de l'école, les véhicules des professeurs qui sont vandalisés? On constate avec amertume que ces derniers temps, les élèves et étudiants, certains élèves se présentent avec des armes à feu, même avec des armes blanches pour intimider les autres. Donc les franchises universitaires sont sacrées. La franchise universitaire est inviolable. Donc il appartient aux responsables, aux autorités de l'école maintenant, de faire en sorte, avec les sociétés de surveillance et de gardiennage, qui ont le contrat pour sécuriser, pour amener la quiétude au niveau de l'espace scolaire universitaire, de faire en sorte qu'il y ait des contrôles d'accès. Maintenant, pour éviter l'intrusion des armes à feu, même des armes blanches. Donc ça, c'est faisable déjà à l'entrée. Procéder à des fouilles vous demandez qu'il y ait une fouille au niveau de l'école déjà, d'accord. Alors, Ben Cherif Diabaté, bonsoir, merci de vous joindre à ce panel. Oui, bonsoir, le studio Tamani. Alors, merci Ben Cherif, vous avez eu à mener plusieurs démarches pour qu'il y ait une accalmie justement au niveau de l'école malienne ces 2 jours-ci. Quelle est votre analyse de la situation? Que se passe-t-il justement au niveau de l'espace scolaire malien? Mon point de vue est qu'il y a un laisser-aller général. Le laisser-aller, d'abord, c'est la faible prise de responsabilité de la part des plus hautes autorités, où il n'y a plus de contrôle. Le directeur de l'école, on lui a retiré son pouvoir. Il ne peut plus bien suivre la déontologie et l'éthique de l'éducation. Il ne peut plus, en tout cas, le faire
appliqué aux enseignants. Les enseignants, on a affaibli les enseignants. Ils ne doivent plus punir les élèves. Ils ne doivent plus même hausser le ton avec les élèves. L'enseignant est dans la classe comme une marionnette. Et ensuite, dans la maison, papa et maman sont préoccupés par autre chose. Le fils, il sort. On ne sait pas comment il sort. On ne sait même pas s'il est parti à l'école ou pas. Et puis voilà. Il y a une démission, donc, il y a une démission des autorités, des parents et du corps enseignant, selon vous. Alors, j'ai pas entendu. Il y a une démission donc des autorités, des parents et du corps enseignant. Mais c'est un système, le système éducatif. Mais est-ce que ce système n'a pas donné un peu trop de pouvoir à l'AEM finalement? Non, c'est-à-dire, moi je ne vois pas d'abord l'AEM en tant qu'AEM à qui on a donné la force. Mais tu sais, excuse-moi Diallo, on le dit en Bamanankan, qu'on est ces maquettes de groupe là qu'on a terminé. Si tu as vu qu'on n'a pas pu se construire les garçons du village, chacun n'a pas. C'est parce que les uns et les autres n'ont pas pu justement. Chacun a démissionné. Merci. Merci. Sinon, les élèves et étudiants qui se retrouvent, ils vont avec le coup de pouce, ils vont avec le même quand tu vas les prendre pour les amener au commissariat, mais le commissaire de police, maintenant, on lui a retiré une partie de son pouvoir. Les policiers, on leur a retiré un peu de pouvoir. Tout le monde devient faible. On ne sait plus. Mais donc, ça, c'est. Voilà, voici, on assiste maintenant à des comportements vraiment déshonorants. Mais nous, on ne sait pas maintenant à qui s'adresser. Merci Ben Cherif. Alors, on a en ligne également Moussa Djiré, un directeur de l'université. Moussa Djiré, dites-moi, on a vu le corps enseignant exiger ou demander plutôt des permis de port d'armes pour se sécuriser. Est-ce que vous pensez que cette demande est raisonnable? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution pour sécuriser l'espace scolaire? Est-ce qu'il faut que les professeurs finalement viennent avec des fusils à l'école? Non. Ça, c'est une caricature. Le corps enseignant n'a pas demandé d'autorisation de port d'armes. Je pense que lors des débats, certains excédés, c'est des paroles d'excès, disent si l'État n'assume pas ses responsabilités, alors les enseignants vont demander des autorisations de port d'armes pour se protéger si l'État ne les protège pas. Non, vous pensez qu'on en est là aujourd'hui? Non, on n'en est pas là. Je vous dis que c'est pour traduire le désespoir, parce que le corps enseignant est menacé. Le corps enseignant n'est pas en sécurité, parce qu'on a laissé prospérer des actions criminelles sur le campus. Et je pense que tous les intervenants l'ont dit, ce qui se passe n'est pas le fait de vrais étudiants. Vous avez des groupuscules qui sont là, qui se battent pour le pouvoir, et quand ils l'ont, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir dominer telle ou telle activité, régenter les kiosques, quelquefois les dortoirs, etc. Non, recteur, donc il faut que l'AEM justement prenne une distance par rapport à tout ça. Recteur, si je comprends bien, vous nous dites que l'association des élèves et étudiantes est devenue maintenant un gros business. Parce qu'à la clé, il y a un enjeu économique finalement. D'enlever cette image. Parce que chaque fois que les élections se profilent à l'horizon, que ce soit au niveau national ou au niveau des structures, c'est l'insécurité qui s'installe. C'est des clans qui s'affrontent avec des machettes, avec des pistolets. Et il faut que la direction de l'AEM prenne quand même une distance par rapport à ça. Il ne s'agit pas formellement de dire on n'est pas d'accord, mais que l'on voit pointer à l'horizon et avancer des dirigeants de l'AEM qui ne s'assoient pas sur la violence. Merci, monsieur. Parce que quelquefois, c'est ce qu'on remarque. Monsieur Mariko, ancien secrétaire général de l'AEM, souhaite réagir avant de donner la parole à Gourou Soumaïla Cissé. Je crois qu'il faut encourager l'initiative de l'AEM qui a consisté à mettre en place une commission de sécurité en collaboration avec la police.
Mais je pense qu'au niveau des sociétés de gardiennage et de surveillance qui assurent la sécurité au niveau des établissements scolaires et universitaires, il faut renforcer leurs capacités. Ils doivent être équipés de matériel de détection dès l'entrée des franchises universitaires. Il faut obligatoirement instaurer ce contrôle d'accès. Sans quoi, ils vont toujours continuer à s'introduire dans l'espace scolaire universitaire avec des armes à feu, avec des armes blanches, avec des machettes. Merci. Gourou Soumaïla Cissé, l'AEM est accusé à plusieurs reprises et on a vu aussi que l'AEM devient également un très gros business avec des enjeux économiques concrets, vente de l'espace scolaire, vente du campus, etc. Alors, est-ce que ces enjeux économiques ne sont pas également responsables de certains faits de violence parce que les élèves veulent être riches très vite? Ok, donc nous considérons en réalité ces remarques faites avec un grand intérêt. Donc si je veux essayer de vous expliquer un peu cela, je crois que l'association des élèves étudiants du Mali est sous la juridiction totale de nos administrateurs. Dans quel sens? Si je prends le cas concret du campus actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une structure étatique qui gère le campus. Le campus n'est actuellement pas géré par l'association des élèves étudiants du Mali. Et des fois, nous avons même des collègues, encore une fois, qui ne sont pas du corps enseignant, qui nous appellent même de la ville pour nous demander de recaser certains neveux, certains fils dans le campus. Ils sont très surpris quand nous leur répondons qu'actuellement, vraiment, l'association des élèves étudiants du Mali a décidé de s'occuper aussi de ce qui concerne les études et ce qui concerne la culture de l'excellence. Donc cela est relativement récent, hein? Non, c'est pas récent. Le CENU est une institution qui est là depuis avant que j'atteigne le niveau universitaire. Donc le CENU, je suis actuellement en 6e année de pharmacie. Voilà, donc le CENU est là et travaille dans ce sens. Les cantines, tout ce qui est relatif à la gestion interne et aux infrastructures est géré par l'État. Actuellement, le système, encore une fois, ayant encore dû à la présence de ces mêmes bandits dans l'espace universitaire lors de la destruction des bourses. Comment justement ces bandits arrivent à s'immiscer dans cet espace scolaire-là? Comment est-ce qu'on a une prolifération des armes à l'école? Ok, donc ça, je vais vous faire un peu part de ça. En réalité, une arme à feu n'est pas un engin qu'on acquiert dans une boutique. Une arme à feu est un instrument de défense officialisé et réglementé par un État. Donc là où vous voyez qu'un étudiant arrive à se procurer une arme à feu, donc c'est que le rôle sécuritaire a failli au-delà. Actuellement, nous sommes en situation d'insécurité, notamment les armes en provenance du Nord. Ce n'est pas les étudiants qui les commandent. Donc, si les restrictions ne sont pas faites... Comment ces armes se retrouvent au niveau des étudiants? Les armes se retrouvent au niveau des étudiants, comme on le dit. Nous avons toujours des personnes mal intentionnées et qui, à travers des réseaux, en réalité, c'est l'État et les autorités qui doivent démanteler des réseaux existants. C'est à travers ces réseaux qui s'assemblent, se ressemblent, ils trouvent accès à de telles armes. Ils viennent dans l'espace scolaire universitaire. L'association des élèves étudiants du Mali essaie même de réglementer qui rentre dans la cour et qui ne rentre pas. Ça devient très compliqué. Nous avons des comités AEM qui sont en train de mener des luttes pour avoir accès à des cartes d'étudiants. Donc au moins, indexer une telle personne, supposons que nous commençons tout de suite nos patrouilles et que nous commençons à mettre la commission sécuritaire. Des fois, c'est très difficile. La consigne est même de retenir tout le monde jusqu'au matin, à des heures tardives. Parce que quand je vais rencontrer un étudiant, il n'a pas sa carte d'étudiant et je le sais officiellement, ça ne lui a pas été donné. Donc c'est très difficile. Comme vous l'avez dit, cher aîné, on doit en réalité multiplier les moyens de contrôle. Il y a une partie de la responsabilité qui incombe justement à l'administration scolaire à ce niveau-là. Bon, je dirais des fois l'administration scolaire elle-même a en réalité envie de bien faire la chose. Ils veulent mettre à disposition les cartes d'étudiants. Des fois, la faute elle est réellement partagée. Donc la grande relativité se pose. Donc indexer telle ou telle structure, disant qu'en réalité, le manque d'infrastructure et le manque de disponibilité du nécessaire à la sécurité est dit à telle structure, c'est réellement très compliqué. Je crois qu'il est en réalité temps de faire une véritable ronde sur le sujet. L'association a déjà pris le pas de danse.
Notamment, nous avons fait un comité directeur l'autre jour, donc je ne sais pas si vous avez eu les échos. Donc le mot d'ordre a été très clair. Plus d'armes à feu, plus d'armes blanches dans l'espace scolaire et universitaire. Et toute personne prise dans ce cadre-là sera directement conduite devant les autorités du pays par l'AEM. Donc en réalité, nous demandons l'accompagnement en réalité de tout et chacun et l'accompagnement, la mise à disposition des moyens adéquats pour que nous puissions mener ce bateau à port l'espace sécuritaire au sein de l'université. Merci M. Cissé. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester donc connecté au Studio Tamani. La violence dans le milieu scolaire et universitaire, comment comprendre? Nous allons à présent parler un peu des solutions. Moussa Djiré, vous êtes un directeur de l'université. Quelle est aujourd'hui la solution pour bannir la violence de l'espace scolaire et universitaire, selon vous? Il n'y a pas la solution, mais des solutions. Il y a plusieurs solutions, plusieurs mesures qui doivent être prises. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a des responsabilités à divers niveaux. Et le représentant de l'AM qui vient de parler a donné une bonne information. Monsieur Cissé, oui. Oui, je pense que déjà le fait que le comité directeur de l'AM se soit assumé en prenant de la distance par rapport à l'utilisation ou l'introduction des armes sur le campus est une bonne chose. Et il faut que tous les étudiants soient informés de cela. Pour l'AM, il faudra aussi aller beaucoup plus loin, et notamment en aidant les administrations à lutter contre les rackets. On a constaté que quelquefois, il y a des groupes qui viennent, qui s'arrêtent non loin des guichets d'inscription et qui rackettent ceux qui veulent s'inscrire. C'est-à-dire, sous quelle forme est-ce que ce racket intervient? Ce racket, il faut payer une somme à des membres de ce groupe avant d'avoir accès au guichet. Oui. À ce moment, n'y a-t-il pas une complicité du corps dirigeant de l'école? Non, parce que ce n'est pas le corps dirigeant qui va venir faire la sécurité. Quand le corps dirigeant fait appel à la police, et c'est arrivé qu'on le fasse, appelle la police, et donc les intéressés ont disparu. Et quand les représentants de la structure concernée viennent, ils s'éclipsent. Et quelquefois, on n'a pas le temps de les identifier. Et il y a aussi la complicité même des personnes rackettées qui ont peur de dénoncer. Donc à ce niveau, les gens essaient autant que possible de s'assumer. Donc il faut que l'AM participe aussi à cette opération. Parce que ceux qui le font sous le nom de l'AM. Ils disent que c'est pour une contribution à l'AM. Donc je dis, il faut donc aller plus loin. Aller plus loin, parce qu'on ne peut pas instaurer la sécurité sans l'AM. Ce n'est pas possible. Merci. La responsabilité de l'AM, c'est vraiment de continuer dans cette voie qui consiste à prendre la distance par rapport à tout acte délictueux. Merci. Et je pense que c'est déjà un bon début. Merci. Il faut aussi que l'État s'assume. Et là, permettez-moi de dire un petit désaccord avec M. Marico. Allez-y. Il pense que les structures, les universités devraient recruter des sociétés de gardiennage qui devraient instaurer la sécurité. Non, on n'en est pas là encore. Il y a des postes de sécurité qui ont été construits à l'entrée du campus. Il faut que la sécurité soit assumée par la police nationale en attendant que les groupes de sécurité universitaire soient mis en place. Quelquefois, on nous évoque la franchise universitaire. La franchise universitaire n'est pas l'absence de forces de sécurité sur le campus. Le responsable de l'établissement peut demander aux forces de sécurité d'intervenir si nécessaire. Merci, recteur. Donc je pense que cette sécurité, ce n'est pas aux administrateurs universitaires de faire des fouilles, c'est à l'État de le faire.
et au service de sécurité de le faire. Bien entendu, en collaboration avec l'administration universitaire. Merci, recteur. En attendant de donner la parole à M. Mariko, Gouro Soumaïla Cissé de l'AIM souhaite réagir. Ok, donc déjà par rapport au cas concret que M. le recteur vient de souligner, notamment les personnes qui font les raquettes au niveau des lignes, notamment généralement le cas se produit lors du retrait des bourses. Quelle a été la solution qui a été adoptée au maximum pour pallier complètement à de tels actes? La bancarisation. Le système de bancarisation a été induit par le CNU, encore une fois, le Centre national des œuvres universitaires. Donc, ils ont de vrais problèmes. Et l'AIM contribue au maximum de la mesure du possible à essayer de pallier à cela. Des fois, quand vous discutez avec certains administrateurs, il faut nettement savoir, nous avons des problèmes au niveau même de l'administration. Parce que ça n'intéresse pas en réalité certains administrateurs, nous le dirons, la faute est partagée, que le système soit bancarisé. Toujours que la liquidité doit continuer à tourner au sein de l'établissement. Pour quelle raison? Non, mais comme vous l'avez dit, en réalité, il n'y a aucunement possibilité de faire une raquette sans avoir en réalité des partenaires de l'autre côté. Donc, ce sont des situations qui se posent. Il y a toujours des complicités pour pouvoir raqueter. Et de fois également, c'est des personnes, des bandits qui ne sont même pas des milieux scolaires. Comme M. le recteur l'a dit, la police est appelée, de toujours ils s'enfuient. Personne ne veut faire face en réalité aux actes commis. Donc, c'est un système qui est là, qui sera obligatoirement banni. Et nous sommes même de surcroît dans ce sens. Avec le système bancarisé, les bourses viennent directement sur la carte de l'étudiant. Et il n'y a plus question d'aller récupérer au niveau de l'économie. Donc c'est un système qui doit être encouragé et un système qui permet en réalité de réduire les risques. Alors rapidement, quelle est la solution aujourd'hui pour bannir la violence de nos établissements scolaires et universitaires? Bannir la solution au niveau des établissements scolaires et universitaires. Donc là, c'est en réalité, vous me demandez en réalité de vous donner la solution miracle. Il n'y a pas de miracle. Et c'est impossible? Et c'est bel et bien possible. L'impossible n'existe pas. Donc la possibilité, c'est qu'en réalité, les différentes juridictions, administrations, AM et autorités se rencontrent, comme je vous l'ai dit, fassent une vraie table ronde par rapport à cela, parce que jusqu'à présent... Est-ce que l'AIM travaille beaucoup avec le ministère de l'Éducation? L'AIM travaille beaucoup avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, notamment, il y a une grande facilité et il y a une grande écoute. Dans la mesure du possible, le ministère fait de son mieux pour venir à l'aide des étudiants tout en précisant les droits mais également les devoirs. Ce droits et devoirs des étudiants sont bien précisés. Actuellement, je vois qu'il y a plus une fuite de responsabilité. Et de part de tous. Et une auto-accusation et l'accusation de l'autre. Actuellement, nous devons accepter que la faute se retrouve à tous les niveaux. Effectivement, à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème? Ce qu'il faut faire pour résoudre le problème, je crois qu'il est réellement temps que tout corps confondu, enseignants, AM, vraiment toutes les structures relatives à ce problème, cessent en réalité de partager la faute et de situer la faute sur l'autre et de s'asseoir et de trouver une solution. Merci M. Cissé. Ben Chérif, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, Diallo. Alors, quelle est la solution aujourd'hui pour bannir la violence de nos établissements scolaires et de revenir aux fondamentaux? Bon, de mon point de vue, la solution, il faut... On ne va plus réinventer la roue, elle a déjà été inventée. Et voilà, il y a les textes qui existent. Ces textes-là, les plus simplement, il y a la valorisation d'abord de l'enseignant, la fonction enseignante. Ça, c'est une des solutions. Donc, il faut dépoussiérer ces papiers. Cette loi-là, c'est parce que c'est une loi du Mali, elle n'a pas été abrogée. Donc, maintenant, ça doit se faire comment?
en tout cas, le texte de loi là. Vous pensez qu'avec cela, la violence, on n'aura plus de cas de violence dans nos établissements? Non, mais votre question, vous savez, dans un débat, si c'est question-réponse, on passe à côté aussi. Je peux vous dire ça, oui. Et là, en ce moment, on va sauter sur ça. C'est pas comme ça aussi, M. Diallo, Studio Tamani, s'il vous plaît. Je dis, maintenant, parce que c'est un processus. L'école, pour avoir la solution, il y a l'école qui est une institution qui dépend de l'administration malienne, qui est régie par la loi. Et cette loi, je renvoie, en tout cas, la solution peut venir justement de l'application de la loi. Et la loi qui parle de la valorisation de la fonction enseignante. Ensuite, il y a une loi qui a créé l'AEM. Cette loi aussi définit comment est-ce que l'AEM doit fonctionner, etc., etc. Qu'est-ce que l'AEM doit faire, qu'est-ce que l'AEM ne doit pas faire. Ensuite, on a créé l'association des parents d'élèves. Et puis ensuite, ils ont ajouté le CGS. Bon, donc, c'est le comité de gestion scolaire. L'autre, c'est APE, donc c'est l'association des parents d'élèves. Maintenant, ils ont des textes qui mettent tout ça, on a presque démissionné, on fait comme si ça n'existe pas. C'est ce que j'ai dit tantôt. Il y a donc, vraiment il faut revoir et appliquer donc les textes existants. Mais moi je dis, comme vous avez posé la question, je propose qu'on redynamise, qu'on prenne en compte les textes de loi qui ont été votés. Et donc, vous allez voir que tout ça là, ça va tout de suite parce que pour voir même un élève dans la cour de l'école, actuellement on n'avait pas des universités avant au Mali. Maintenant on a les universités, on a les recteurs. Qu'est-ce qu'un recteur doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? On a le directeur d'école, etc., etc. Comment en tout cas contrôler une cour d'école, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous voici la piste de solution. Merci Ben Cherif, merci. On est un peu pris par le temps. Issa Mariko, vous êtes ancien secrétaire général de l'AEM, vous souhaitiez réagir. Hein? Moi je pense que la solution passe par la sécurisation de l'espace scolaire et universitaire. Par qui? D'abord, je ne comprends pas par les très étudiants, bien. Voilà, par les autorités. Entendre le recteur parler, pour moi, les sociétés de gardiennage et de surveillance qui sont au niveau des établissements scolaires et universitaires peuvent bel et bien renforcer leurs capacités pour qu'il y ait un contrôle d'accès rigoureux. Mais vu qu'on est justement arrivé... Qu'il y ait violence scolaire ou universitaire ou pas, ce contrôle d'accès à tous les niveaux doit être très rigoureux, surtout que nous sommes dans une guerre asymétrique. Il faut renforcer les capacités, le contrôle d'accès. Il faut renforcer l'autorité de l'État. Il faut une éducation, une formation civique et citoyenne de la jeunesse. Il faut orienter la jeunesse pour des causes nobles, à des actions sportives, culturelles, artistiques, pour que les jeunes aient d'autres préoccupations. Est-ce que vous pensez qu'il faut impliquer la police, par exemple, dans la sécurisation de l'espace scolaire? Si la police est présente, la police peut bel et bien procéder au contrôle d'accès. Si la police vient pour la sécurité, naturellement, il faut renforcer les capacités de la police pour le contrôle d'accès. Le contrôle d'accès aujourd'hui est indispensable au niveau, en tout cas, de tous les services. De tous les établissements. On voit que ce n'est pas que les supérieurs. On a vu, par exemple, on rentre à l'université comme on veut, on sort à l'université comme on veut, sans contrôle. L'école fondamentale de Dialakrodi aussi. Au niveau de tous les établissements, il n'y a pas de contrôle d'accès. N'importe qui peut rentrer à l'école. Je vois par exemple au niveau de l'école Orosé à Bantara. À Orosé à Bantara, à 8h déjà, la porte est fermée. Aucun intrus ne peut avoir accès à l'école. Pendant la récréation, les élèves restent dans la cour. Non, les intrus ne peuvent pas faire intrusion. Merci, monsieur Mariko. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur www.studiotamani.org, celle-ci ainsi que toutes les autres. Merci à mes invités. Merci à vous, chers auditeurs. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aram Diallo. Salim Diouara était à la mise en onde. La régie vidéo était assurée par Mamadou Ouattara. Merci à Gagny Kanté. Je suis Ousmane Diadje Touré. À demain pour une autre émission.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.